Dans cette vidéo, je vous présente une version courte de la leçon intitulée Propagation d'une onde lumineuse. Alors, cette leçon est constituée par trois axes. Le premier axe de la leçon, c'est diffraction de la lumière. Voilà. Alors, on commence d'abord par mettre en évidence le phénomène de diffraction. Donc, nous avons besoin d'un laser et un écran. Voilà. Donc, on observe tout d'abord, lorsqu'on allume le laser et on l'oriente vers l'écran, on observe une tache lumineuse de plus petite dimension, voilà, qui est au centre de l'écran. Alors maintenant, on intercale un obstacle entre le laser et l'écran, donc qu'on appelle fente. Alors la fente, c'est un obstacle muni d'une ouverture. Alors on va intercaler une fente rectangulaire munie d'une ouverture de largeur petit a. Alors au fur et à mesure qu'on diminue la largeur petit a, donc on observe sur l'écran que la tache lumineuse elle augmente progressivement. Lorsqu'on diminue encore une fois, on observe sur l'écran une tache lumineuse au centre et l'apparition progressivement, elle apparaît au voisinage de cette tache d'autres taches lumineuses secondaires, c'est bon, de part et d'autre de la tache centrale. Alors ces taches sont appelées les franges brillantes, et entre deux taches lumineuses successives, on a une frange sombre. Donc on a bien évidemment une obscurité, c'est ce qu'on appelle des taches lumineuses éteintes. Des taches éteintes tout simplement. Donc ce sont des franges brillantes et des franges sombres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater d'après ce phénomène? D'après les observations, elles sont claires. Donc, nous allons bien sûr, qu'est-ce qu'on a en ce qui concerne la direction de propagation de la lumière? Elle change. Ce n'est pas comme si on n'a pas intercalé la fente, c'est-à-dire avant d'intercaler la fente, on observe sur l'écran que la lumière, euh, bon, elle est rectiligne. On observe sur l'écran une tache lumineuse de telle sorte que entre la source et la tache, donc on peut tracer une ligne droite, donc la propagation de la lumière est rectiligne. Mais maintenant, lorsque ce phénomène apparaît, sous certaines conditions, que je vais vous donner l'ordre de grandeur pour que ce phénomène apparaît, il faut que A soit compris entre 10 lambda et 100 lambda. Alors, j'ai dit que lorsque ce phénomène apparaît, on observe sur l'écran que la direction de propagation de l'onde avant la fente et après la fente, elle a carrément changé. Pourquoi? Parce que nous avons observé un étalement spatial de la lumière sur l'écran. Donc, et on observe une figure qu'on appellerait figure de diffraction. Maintenant, et par conséquent, donc on observe sur l'écran ce qu'on appelle une figure. Alors, pourquoi diffraction? Pourquoi le mot diffraction? Tout simplement parce que c'est le même phénomène observé dans le cas des ondes à la surface de l'eau. Alors, des ondes à la surface de l'eau, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un changement de la direction de propagation de l'onde. Voilà, la nature de l'onde, elle change, mais bien évidemment, les propriétés intrinsèques de l'onde, à savoir sa célérité et sa longueur d'onde, ne vont pas changer, ainsi que sa fréquence, puisqu'on ne change pas, le milieu de propagation. Voilà. Et tout simplement, c'est le même phénomène rencontré, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un phénomène de diffraction. Et par conséquent, puisqu'on a ce phénomène, il apparaît aussi dans le cas de la lumière, on peut dire que la lumière elle se comporte comme une onde. Donc la conclusion, bien des constatations expérimentaux, c'est que la lumière est une onde. Donc la lumière a un caractère ondulatoire. A un caractère ondulatoire. Voilà. Donc maintenant, pour mathématiser tout ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va bien évidemment on va retracer un schéma très simplifié. Donc nous avons une fente de largeur petit a.
pour mathématiser ce phénomène, nous avons besoin du grandeur physique associé, oui. Donc, et sur l'écran, on observe une figure de diffraction. Donc, voilà la tâche lumineuse centrale et les autres tâches lumineuses de part et d'autre de la tâche lumineuse centrale. Voilà, donc ce sont des franges brillantes. Et entre deux tâches, nous avons des franges sombres, entre deux tâches successives brillantes. Alors, nous avons la largeur de la tâche centrale, c'est L. Nous avons la distance entre la fente et l'écran, c'est D. Et on peut définir aussi un angle. On peut définir un angle entre ces deux directions. Voilà. Donc la première direction qui relie le centre de la fente et le centre de la tâche centrale. La deuxième, c'est l'extrémité de la tâche centrale et le centre de la fente. Donc θ. Donc tel que θ d'après ce qu'on vient de voir. Alors, est-ce que vous pouvez relier D et L et θ? Donc, en calculant tangente θ, on peut déduire que... Donc, tangente θ, c'est quoi? C'est L sur 2 sur D égale à L sur 2D. Ça d'une part. D'autre part, expérimentalement, on peut montrer que θ égale à lambda sur A. Donc, lambda, c'est la longueur d'onde de la longueur d'onde de la lumière laser. Et puisque θ est petit, donc ça va être égal à peu près θ. Donc nous avons deux relations. Donc après ces deux relations, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors on peut conclure que L sur 2D égale à lambda sur A. Et par conséquent, L sur 2D égale à lambda sur A. Et par conséquent que L égale à 2D L lambda sur A. 2D lambda sur A. Alors tout simplement, c'est ce qui confirme ce que nous avons déjà dit dans les observations expérimentales qu'on peut avoir. Alors, lorsque A est petit, donc lorsque la largeur de la fente est petite, donc la largeur de la tâche centrale augmente, c'est bon. Et bien sûr, inversement, et lorsque bien évidemment, lorsqu'on éloigne l'écran, c'est logique, donc la figure de diffraction, bien sûr, sa dimension, elle augmente, et par conséquent, la largeur de la tâche centrale augmente. Ainsi que lorsque lambda, bien sûr, augmente, donc elle augmente. Voilà. Alors voilà, voilà la partie de la diffraction, donc l'essentiel de cet axe. Alors maintenant, le deuxième axe de la leçon, c'est la nature ondulatoire de la lumière. De la lumière. Nature ondulatoire de la lumière. Alors, tout simplement, maintenant, on peut dire que la lumière est une onde. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, donc, elle a un caractère ondulatoire. Donc, on peut dire que la lumière est une onde. Alors, la lumière est une onde qui peut être monochromatique. C'est-à-dire, donc, qui peut être considérée comme étant une onde électromagnétique sinusoïdale, peut être une onde électromagnétique sinusoïdale. Alors, elle est caractérisée, comme vous savez tous, une onde électromagnétique sinusoïdale est caractérisée par une longueur d'onde, une fréquence et une célérité, bien évidemment, ou bien une onde qui est polychromatique. Polychromatique. Une onde polychromatique, pour l'instant, donc c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Voilà, tout simplement. C'est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Alors c'est comme ça qu'on peut définir dans un premier temps une onde polychromatique. Alors une lumière monochromatique, par exemple, c'est la lumière laser. Elle est caractérisée par une longueur d'onde, une fréquence et une vitesse. Alors elle se propage soit dans le vide, soit dans un milieu bien évidemment transparent.
Alors, lorsqu'il se propage dans le vide, donc bien évidemment, il se propage avec une vitesse c qui est égale à lambda sur t, qui est égale à lambda, qui est égale à lambda fois nu. Nu, c'est quoi? C'est la fréquence. Donc, il se propage dans le vide avec une vitesse c égale à lambda 0 plutôt. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Donc, sur t, sur la période, est égal à lambda 0 fois nu. Voilà. Et dans un milieu transparent, bien évidemment, il se propage avec une vitesse v, il est inférieur à c. Donc, pourquoi? Parce que la longueur d'onde de la lumière dans le vide, il est plus grande que la longueur d'onde de la lumière dans un milieu transparent. Donc, lambda sur t, qui est égal à lambda fois nu. Alors, vous pouvez constater que la fréquence ne change pas, que ce soit dans un milieu, dans le vide ou bien dans un milieu transparent. Donc, la fréquence ne change pas. Ou bien d'un milieu transparent à un autre. Alors, lorsque je dis milieu transparent, alors il peut être le verre, par exemple. Il peut être l'eau. Donc, voilà, mis à part l'eau salée. Il peut être... un polymère plastique par exemple qui est transparent, voilà. Ainsi de suite. Donc, tous les milieux, il peut être l'air aussi. Donc, ce sont des milieux transparents. Donc, un milieu transparent quelconque, vous savez très bien, puisque la longueur d'onde, elle dépend du milieu de propagation. Donc, ça, c'est un résultat qu'on a déjà mis en évidence dans le cas des ondes mécaniques progressives. Périodique. Donc, c'est le même, ce résultat, bien évidemment, il est valable aussi dans le cas des ondes lumineuses. Et par conséquent, puisque la longueur d'onde dépend du point du milieu transparent, du point du milieu de propagation, donc on peut définir pour chaque milieu de propagation donc une vitesse, c'est-à-dire chaque milieu de propagation, donc la vitesse elle change lorsque tu changes le milieu transparent, alors la vitesse, la célérité de l'onde, elle change. C'est bon, donc la célérité de l'onde, elle change. C'est pour cela qu'on a besoin de définir une grandeur sans unité appelée l'indice de réfraction qui est relié à la vitesse, donc qui est égal à C sur V, qui est toujours supérieur ou égal à 1. Elle est égale à 1 lorsque la propagation s'effectue dans le vide. Dans ce cas, la vitesse de l'onde monochromatique est égale à C. Donc, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, N égale à C sur V. En remplaçant par cette expression, est égal à lambda 0 sur lambda. Par ces expressions, égale à lambda 0. Donc, c'est l'indice de réfraction. Cet indice de réfraction, elle dépend du milieu de propagation. Donc, nous avons dit, il dépend de quoi? Du milieu de propagation. Alors, lorsque tu changes le milieu de propagation, l'indice de réfraction change, ça d'une part. D'autre part, alors tout en restant dans le même milieu, alors vous allez constater que il dépend de quoi? Il dépend de la longueur d'onde. Voilà. Ça, lambda 0, c'est une constante, mais lambda, il change en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire que tout en restant dans le même milieu, lorsque tu changes, par exemple, un laser vert par un laser rouge, alors l'indice de réfraction, elle change aussi. C'est bon. Donc, elle dépend de quoi? De l'onde monochromatique. Elle dépend de l'onde monochromatique. Et bien sûr, elle dépend de l'onde chromatique, c'est-à-dire de la longueur d'onde. Voilà. Alors maintenant, c'est ça la deuxième partie de la leçon. Donc la troisième partie de la leçon, on va parler de du dernier phénomène appelé dispersion de la lumière. Alors, grand 3 de la lumière. Alors, phénomène de dispersion, donc pour mettre en évidence ce phénomène, nous avons besoin d'un matériau transparent qu'on appelle prisme. Alors, le prisme, il est constitué par deux faces, la face
par deux faces, tout simplement, par deux faces qui se rencontrent à l'arrêt du prisme et en faisant un angle petit a, donc appelé l'angle du prisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter un faisceau lumineux de lumière. Alors, on va projeter un faisceau de lumière sur ce prisme. Donc, on va le projeter. C'est bon, un faisceau de lumière sur ce prisme en faisant un angle I entre la normale, entre une direction normale à la première face, donc en faisant un angle I. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, sur un écran, on constate que cette lumière blanche, donc la lumière blanche, je vais écrire avec des abréviations pour que ça marche très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? On observe tout simplement, un certain nombre de lumières colorées, de telle sorte que on observe, en premier temps, on observe la lumière rouge, la lumière orange, la lumière jaune, la lumière verte, la lumière, la lumière bleue, indigo, et enfin violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, cette lumière, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violette. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'après cette observation? On peut dire que la lumière blanche se décompose. Donc, la lumière blanche se décompose. Alors, elle subit une décomposition, se décompose. Donc, et par conséquent, on obtient, se décompose et on obtient sur l'écran, qu'est-ce qu'on obtient sur l'écran? On obtient un spectre continu. On obtient sur l'écran, quoi? Un spectre continu de la lumière blanche. Un spectre continu. Pourquoi je dis continu? Continue tout simplement pour passer de la lumière rouge à la lumière orange, il s'effectue d'une manière continue et non pas discontinue, c'est-à-dire on ne peut pas observer un trait entre les deux lumières, donc il se passe d'une manière continue, donc c'est un spectre de la lumière blanche, donc c'est une décomposition. Et cette décomposition, c'est ce qu'on appelle, ces deux observations, c'est ce qu'on appelle phénomène de dispersion, c'est la dispersion, donc la lumière se disperse. Et le prisme, et par conséquent le prisme, dans ce cas, c'est un milieu dispersif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, nous avons la lumière blanche. Et on peut dire que la lumière blanche, elle contient plusieurs radiations. Elle contient plusieurs ondes lumineuses monochromatiques. La lumière rouge est une onde lumineuse monochromatique caractérisée par la longueur d'onde L rouge. Pour la lumière orange, lambda orange. Pour la lumière jaune, lambda jaune, etc. Ce sont des ondes lumineuses qui sont observées ici. Donc, ce sont des lumières associées à chaque longueur d'onde. Donc, on peut redéfinir la lumière. Maintenant, on peut redéfinir la lumière polychromatique et la lumière monochromatique. Alors, une lumière polychromatique est une lumière qui subit le phénomène de dispersion, c'est-à-dire qui se disperse à l'aide d'un prisme. Une lumière monochromatique est une lumière qui ne se disperse pas, c'est-à-dire qui ne subit aucune dispersion à l'aide d'un prisme, tout simplement. Donc, c'est une nouvelle façon de définir une lumière polychromatique. Donc, une lumière polychromatique est une lumière qui peut subir une dispersion, bien sûr, en présence d'un prisme, lorsqu'il est projeté sur un prisme. Voilà. Alors, c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le prisme? Alors maintenant, pour expliquer ce phénomène de dispersion, nous avons besoin d'un formalisme mathématique essentiel, alors qui est relié à ce qu'on appelle la réfraction. Donc, ce que vous pouvez observer ici, donc la lumière se réfracte à travers ce prisme
deux fois. Donc, il se réfracte la première fois par la première face du prisme. Après, donc, il se réfracte à travers la deuxième face du prisme. Donc, le phénomène de réfraction, il est quantifié à l'aide de la deuxième loi de Descartes. Alors, des lois de Descartes de réfraction. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va vous présenter la loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes pour la réfraction, et puis on passe à l'explication de la dispersion. Alors, donc loi de Descartes, loi de réfraction de Descartes, pour expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, loi de réfraction, la deuxième loi. Alors, si on a un dioptre qui sépare deux milieux d'indices différents, N1, N2, et on a une lumière incidente ou bien un rayon lumineux incident d'un angle, donc R incident, donc je vais mettre RI, donc qui met un angle d'incidence I1 entre la normale et le dioptre, donc c'est un dioptre. Voilà, donc nous avons deux milieux différents. Et puis donc le rayon réfracté, il met un angle de réfraction I2. Donc I1 c'est l'angle d'incidence, I2 l'angle de réfraction. Donc ces quatre grandeurs sont reliées par l'équation suivante: N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. C'est bon. Alors ça c'est la deuxième, normalement c'est la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Pour la réfraction, c'est la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. La première loi de Descartes, elle dit que le rayon incident et le rayon réfracté et la normale se trouvent dans le même plan d'incidence. Bien sûr, ce qui nous intéresse là, voit le formalisme mathématique qui va nous permettre d'expliquer la diffraction. Maintenant, revenons à ce qui se passe dans le cas du prisme. Dans le cas du prisme, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce phénomène qui se répète deux fois. Donc, nous avons notre dioptre plan, qu'on peut appeler dioptre plan. Tout simplement, c'est un plan qui sépare deux milieux. C'est un dioptre, un plan qui sépare deux milieux. Nous avons les deux milieux. Donc, le premier milieu, c'est l'air. Voilà. Alors, l'air, il a un indice de réfraction n égale à 1, à peu près. Le verre, il a un indice de réfraction n. Donc, lorsque la lumière tape dans un point qu'on appelle point d'incidence I en faisant un angle avec la normale, la première normale à la première face, donc N1, donc faisons l'angle I, c'est bon. Donc, voilà, elle se réfracte en faisant un angle, R, un angle petit r, elle se réfracte en faisant un angle petit r, et le rayon est appelé rayon réfracté. Donc en I, on peut appliquer la loi de Descartes. Donc N0 sinus I est égal à N sinus R. C'est bon? C'est bon, à la première équation du prisme. C'est bon? Alors en J, donc voilà, donc la lumière et puis tape sur J. Alors on sait très bien que ça c'est un dioptre aussi, un dioptre plan qui sépare les deux milieux. Le premier milieu c'est le vert d'indice N et le deuxième milieu c'est l'air d'indice N0 égale à 1. Donc on peut appliquer la loi de Descartes ici. Donc c'est N sinus R est égal à N0 sinus un autre angle. Donc pourquoi je dis R? Donc si c'est R', donc ce rayon qui tape dans ce point d'incidence, donc il met un angle entre la deuxième normale. Donc la deuxième normale c'est la perpendiculaire par exemple. Donc c'est la perpendiculaire. Donc le rayon c'est plutôt l'angle R'. Donc c'est l'angle R'. Donc R', N sinus R' est égal
est égal à N0 sinus I'. Sinus I'. Et voilà la loi de Descartes. Donc, ces deux équations du prisme. Donc, nous avons équation du prisme, bien relation du prisme. 4 relations du prisme, nous avons 4. Donc, nous avons 2 parmi ces 4. Voilà. Donc, la quatrième, une autre relation, la troisième relation du prisme qui caractérise le prisme, c'est quoi? Il relie A, R plus R' qu'on peut montrer géométriquement ou expérimentalement. Et la 4 relation du prisme, D, la déviation, on peut définir une déviation, la déviation du rayon, donc la direction de propagation du rayon lumineux, donc voilà, c'est ça la direction. Et après avoir traversé le prisme, il a dévié d'un angle D qui est égal tout simplement I plus I' moins A. Alors comment peut-on démontrer ça? Alors tout simplement, on peut décomposer la déviation en deux déviations. Donc la déviation à travers le premier dioptre et puis la déviation à travers le deuxième dioptre. Ça veut dire la déviation à travers la première face et puis la deuxième face. La déviation à travers la première face, c'est D1. D1, c'est quoi? Donc c'est cet angle. Cet angle est égal à I moins R. Donc D est égal à D1 plus D2. Avec D1 égale à I moins R. Et D2 égale quoi? Voilà D2. D2, voilà. Donc c'est la déviation à travers la deuxième face. Donc D2 c'est quoi? C'est cet angle moins cet angle. Cet angle c'est R'. Donc cet angle c'est I', donc I' moins R'. Alors en remplaçant, on va trouver I moins R plus I' moins R'. Donc ça va être égal à I plus I' moins R plus R'. Donc c'est I plus I' moins A. C'est bon. Voilà la démonstration et voilà les 4 équations du prisme. Voilà les 4 relations du prisme qui sont associées. Donc deux équations, ce sont les lois de Descartes de réfraction et les autres équations, elles sont proprement reliées au prisme tout simplement et la déviation. Donc maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi ce formalisme mathématique? Pourquoi ces lois? Tout ça, il va nous permettre d'expliquer le phénomène de dispersion. Donc, bien évidemment, pour quantifier la dispersion, pour quantifier la décomposition de la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut calculer la déviation de chaque longueur d'onde monochromatique, de chaque onde monochromatique. Alors, ce qui se passe, ce qui s'est passé, donc, lorsque la lumière blanche, elle tape à ce point, donc on a déjà expliqué que donc nous avons la décomposition de la lumière. Donc la lumière rouge, elle est moins déviée que la lumière violette, que la lumière orange, etc. Donc, et la déviation, elle est quantifiée grâce à un angle de déviation. Donc, elle est moins déviée, c'est-à-dire la déviation de la lumière rouge, elle est inférieure à la déviation de la lumière blanche, de la lumière orange. Ça, ou bien de la lumière violette. Ça, il faut l'expliquer. Il faut essayer de l'expliquer en utilisant ce formalisme mathématique. Alors, ça veut dire, maintenant, si tu as par exemple la lumière blanche ici, on s'intéresse qu'à ces deux types de lumière. C'est la lumière rouge et la lumière violette. La lumière rouge, c'est celle-là, elle est moins déviée, donc sa déviation, c'est celle-là, donc D rouge. Et on s'intéresse aussi à la lumière violette, donc elle est plus déviée, D violette. La lumière rouge, la lumière violette. Voilà. Maintenant, comment, en utilisant ce formalisme mathématique, comment peut-on expliquer que l'angle d'incidence c'est I, c'est le même angle d'incidence. Alors, comment peut-on expliquer tout ça? Donc, comment peut-on expliquer que DR elle est inférieur à DV? Donc, c'est ce que je vais faire dans cette partie pour finir la leçon, pour donner une explication de la dispersion en prenant bien sûr cet exemple. Voilà. Alors on sait très bien que la longueur d'onde de la lumière rouge elle est supérieure à la longueur d'onde de la lumière violette, d'après l'échelle des longueurs d'onde. Donc ceci implique que
lambda 0 sur lambda R, elle est inférieure à lambda 0 sur lambda V. Ceci implique que NR, elle est inférieure à NV. On sait très bien que l'indice de réfraction, elle dépend de la longueur d'onde et par conséquent, on peut définir à chaque radiation, on peut définir un indice de réfraction. Donc lorsqu'ils traversent, donc ils vont bien sûr traverser avec des longueurs d'onde différentes. Ils vont traverser le prisme avec des longueurs d'onde différentes et par conséquent, ils vont avoir deux indices de réfraction différents. C'est bon. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ceci implique quoi? Ceci implique que NR sur NV, elle est inférieure à 1. Alors maintenant, par exemple, en ce point I, en calculant, donc en I, on va bien évidemment calculer, nous avons I, nous avons le point J. Alors en I, on va calculer, on va appliquer la loi de Descartes. La deuxième loi de Descartes pour la réfraction, c'est quoi? C'est N0, donc ça c'est l'air, N0 égale à 1, et ça, de part et d'autre du prisme, c'est l'air, N0 égale à 1. Donc N est 0 égale à 1, tout simplement, donc sinus I est égal, donc pour la radiation rouge, est égal à quoi? Est égal à N rouge sinus R rouge, c'est bon? Alors pour la radiation violette, sinus I égale à N violet sinus R violet. Donc ceci implique que tout simplement NR sinus R rouge est égal à N violet sinus R violet. C'est bon? Voilà, sont égaux. Alors, d'après cette inégalité, qu'est-ce qu'on constate? Donc celle-là, elle implique tout simplement que sinus R sur sinus RV, donc celle-là et celle-là, bien évidemment. Il implique que sinus RR sur sinus RV, donc sinus RR sur sinus RV égale à NV sur NR, elle est supérieure à 1. Donc ceci implique que tout simplement RR, sinus RR, elle est supérieure à sinus RV, et puisque la fonction sinus est une fonction croissante, donc on passe directement à RR, elle est supérieure à RV. C'est bon, donc RR est supérieur à RV. Voilà. Alors RR est supérieur à RV. Donc, or, on sait très bien que A est égal à RR plus RV plus R', et il est égal aussi R est égal à RV plus R', V. Donc ceci implique que A moins R', elle est supérieure à A moins R', Ceci implique que R', elle est inférieure à R', Et voilà. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Descartes en ce point J. En J maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la même chose. Nous avons NR sinus R', est égal à sinus E', Nous avons NV sinus R', est égal à sinus E', C'est bon? Alors, donc donc nous avons R, il est inférieur à R', donc qu'est-ce qu'il implique? Que sinus R', il est inférieur à sinus R', Pourquoi? Parce qu'on veut comparer ces deux grandeurs pour pouvoir comparer I', et I', et pour pouvoir passer à la déviation. Donc ceci implique, donc en multipliant, et ça on sait très bien que NR elle est inférieure à NV, donc on peut faire la multiplication, on multiplie 2 à 2, donc ceci implique que NR fois sinus R',
elle est inférieure à NR, elle est inférieure à NV fois sinus R'V. C'est bon. Donc ceci implique que sinus E'R, elle est inférieure à sinus E'V. Ceci implique que E'R, puisque sinus est une fonction croissante entre 0 plus 2, donc E'V. Très bien. Alors maintenant, on sait très bien que, dr est égal à IR plus E'R moins A. Et IR, c'est quoi? C'est I, tout simplement, puisqu'ils ont le même angle d'incidence. Tous les rayons, ils ont le même angle d'incidence. Donc I, et dV, c'est quoi? C'est I plus I'R moins A. Donc I et A, ce sont des constantes. Donc ceci implique tout simplement dr, elle est inférieure à dV. Eh bien, on a pu expliquer pourquoi la radiation rouge est moins déviée que la radiation violette. Et pour ça, on peut généraliser tout. On peut généraliser ça pour toutes les autres radiations. Voilà. Et comme ça, on explique le phénomène de dispersion.